pour la région Alsace, pour pouvoir rester région Alsace, ou plutôt Alsace. Moi, je pense que c'est bassement matériel, parce que le Concordat accorde pas mal de particularités aux Alsaciens et Mosellans, notamment la sécurité sociale et beaucoup d'autres droits, ne serait-ce que le paiement des prêtres, des curés, des rabbins, etc., et qui ne veulent pas perdre cette... perdre ce privilège. Merci. J'aurais plutôt des questions, des interventions, si c'était possible. Vous pouvez répondre, mais c'est pas vraiment une question, on va dire. On attend d'en faire 3-4 personnes. Non, mais je crois qu'il Bon, je dirais que les revendications matérielles, les objectifs matériels sont complètement légitimes. C'est normal. Chacun défend ses droits et ses avantages. C'est pas ça Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit le problème fondamental. Ça ne s'arrête pas au problème du statut confessionnel, le concordat et puis le statut scolaire. Parce que ça, de toute façon, à terme, ça finira quand même par disparaître. Parce que personne n'est plus un vrai militant de cette affaire-là. Il y a très peu de gens. Quand on dit les Alsaciens soulevés à l'heure actuelle, à propos de la région, je demande à voir. Parce qu'on ne peut pas les compter. Mais il n'y avait pas 50 000 personnes lors de la manifestation place de Bordeaux, hein, et sans doute pas beaucoup de Strasbourgeois. Donc c'est un phénomène qui est écliste, qui est légitime, tout ce que vous voulez, mais il faut quand même, quand on écrit l'histoire, après, il faut quand même aussi quantifier, parce que l'histoire c'est aussi la quantification. Je voulais ajouter que la Moselle, intégrée de la région Lorraine, n'a en rien perdu son droit local. Grâce aux Alsaciens qui l'ont gardé, hein. Voilà. Quand même. Oui, j'avais posé 2 ou 3 questions simplement. Que ça. Monsieur Bischoff, quand j'ai vu ce titre, quand j'ai lu le livre, je n'ai pas compris la signification du titre du livre par rapport à son contenu. Alors je me suis dit, bon, il y a un énorme hiatus entre une formule très provocante, bon, dans laquelle personne ne tombera, je pense, et le contenu qui est ce qu'il est. Enfin bon, je ne vais pas me prononcer sur le contenu. Et donc, bon, j'ai mieux compris donc la signification du titre après vos propos du début, quand vous parlez de simplifier le millefeuille historique. Alors, bon, ma première question, c'était est-ce que, quand vous serez parti à la retraite, est-ce qu'on aura le droit de s'occuper de l'histoire d'Alsace? Et est-ce que l'histoire d'Alsace se fabrique à Matignon après votre retraite? Est-ce qu'elle se fabriquera à Matignon? Donc, c'est contradictoire avec la 4e de couverture que j'ai lue soigneusement, qui parle de détruire la pensée unique, mais je ne sais pas, il y a une contradiction entre le fait de détruire une pensée unique et d'en imposer une autre. Bon, alors on choisira sa pensée unique. Donc, alors il y a autre chose dans la même phrase, faut que je la... Oui. Donc moi je pense que une image situe toujours son homme. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Et dans la même phrase, donc il est écrit. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez écrit, mais il s'attaque aux éoliennes de la pensée unique à la mode alsacienne. Elles brassent beaucoup de vent, mais ne produisent guère d'énergie. Alors, d'abord, il y a cette allusion à la pensée unique dont je viens de parler. L'image, c'est donc les éoliennes. Alors, ma deuxième question, c'est, bon, est-ce que vous êtes la centrale nucléaire de l'histoire d'Alsace? Excellent. Bien, monsieur. Ce ne sont pas des questions. La question, j'ai 2 questions. Une pour M. Bischoff. M. Bischoff, vous avez parlé que les Alsaciens ils étaient un peu d'accord avec la Révolution, mais il ne faut pas oublier quand même que Strasbourg, par exemple, était une ville libre et qu'elle avait une constitution. Et que les décapoles aussi étaient un peu libres vis-à-vis de l'empereur. Alors qu'en France, à l'intérieur de la France, aucune ville n'était libre. Elles avaient tous un prince ou quelque chose au-dessus d'eux. Alors que les Alsaciens, les Strasbourgeois avaient dans leur gène cette liberté.
première chose. La deuxième chose, au XVIIe siècle, M. Weil avait parlé du XVIIe siècle, vous avez dit que l'Alsace était un peu renfermée, c'est quand même Strasbourg qui peut se débrouiller, que peut dire qu'au XVIe siècle, c'est Strasbourg qui a inventé le journal, n'est-ce pas? Donc, pour s'informer de l'extérieur. C'est quand même une réalité. C'est à Strasbourg qui a été inventé le journal, 1609. Et pour la troisième, c'est justement pour édifier le truc, ce qui va nous arriver, comme vous avez très bien dit, la Moselle a gardé, mais c'est parce que l'Alsace, à elle, a combattu justement l'obscurantisme de Paris. Parce que entre l'Église et l'État, concorde sans concordat, 1952, vous connaissez peut-être M. Juvoff, si vous ne le connaissez pas, je vous conseille instamment de lire, concorde sans concordat, 1952-1957, c'était les pourparlers secrets de l'État français avec le Vatican pour supprimer le concordat, pour le concordat alsacien, Strasbourg-alsacien, pour faciliter les abords, l'approche justement catholique avec Paris. Debré l'a fait après pour pouvoir payer. Vous voyez? Et c'est Guy Mollet, tout socialiste, 52-57, c'est sous les communistes, c'est sous les socialistes qui l'ont fait. Guy Mollet. Oui, quelle est la question, mais on va répondre. Non, mais ça, je vais répondre. Oui, je suis un peu interpellé par ces remarques. D'abord, je voudrais dire, pour le premier interlocuteur, qui n'a peut-être pas très bien lu la quatrième de couverture et le titre, je ne parle pas de détruire la pensée unique, loin de là, mais, comment dirais-je, pas de rompre des lances. Vous voyez bien, c'est un peu d'autodérision. Ce que j'évoque, c'est un peu un combat de Don Quichotte. Et je ne prétends pas avoir un monopole, je prétends au contraire que l'histoire n'appartient à personne, et qu'elle doit être partagée, et qu'elle doit continuer, et que les historiens ont beaucoup de travail devant eux, et il faut qu'ils le fassent. Moi, je suis biodégradable. Hein, je ne suis pas l'alpha ni l'oméga. Ce que j'écris, bon, c'est un bouquin qu'on trouvera dans les brocantes dans quelques années. Ah, c'est évident. Je crois qu'il faut bien relativiser les choses. Le titre est très convenu, c'est ce que j'écris à la première ligne de mon introduction, des bouquins qui s'intitulent « Pour en finir avec », il y en a des quantités invraisemblables. Et comme il est facile de comprendre que cette expression veut dire introduction à. Hein, Régine Pernoud, à son temps, a écrit un livre qui s'appelle « Pour en finir avec le Moyen-Âge », qui consiste effectivement à mettre en cause des idées reçues. Et les livres qui ont un titre semblable, il y en a des centaines. Donc, je crois qu'il faut aussi relativiser ce que j'écris et lire le contenu pour en connaître la clé. J'espère être suffisamment clair pour que ce que je dis puisse être entendu. Je voudrais dire que vous trouverez dans ce que j'ai écrit, sans doute, je n'ai pas fait de statistiques, quelques centaines de points d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est le premier outil de l'historien. Vous ne trouverez probablement pas de point d'exclamation, parce que je ne veux pas affirmer d'une manière péremptoire, je veux questionner et je veux pouvoir argumenter avec des informations vérifiées ce que je dis. Voilà, c'est ça le travail d'historien. Donc, ce livre doit être compris comme un plaidoyer pour l'histoire d'Alsace et comme une défense et illustration du métier d'historien que j'exerce comme beaucoup d'autres. Moi, ce qui m'intéresse de faire après, c'est des études plus détaillées qui correspondent à la période pour laquelle j'ai une spécialité reconnue. Donc, tout ça, ça doit être clair. Enfin, mon point de vue, je l'ai déjà exposé toutes ces dernières 5 minutes, hein, à savoir que je ne trouverai pas dans mon petit livre de jugement par rapport aux événements. Mon objectif, c'est simplement de redresser, et non pas par
des raisons d'opinion, mais de redresser les erreurs manifestes qui ont été commises sur l'histoire d'Alsace, sur la Révolution, sur l'annexion de 71, pour la période 71-74. On n'en a pas parlé, mais quand même, pendant des longues décennies, il y a eu une histoire, disons, instrumentalisée par le retour à la France, c'est-à-dire que toute l'Alsace voulait être française. Hein. Or, on sait que s'il y a eu une protestation à Bordeaux, par les députés élus par le peuple alsacien, cette protestation s'adressait d'abord à la France qui abandonnait l'Alsace. Mais s'adressait en somme aux deux, aux Allemands et aux Français. Et cette première protestation, elle a existé, mais elle a tout de suite finalement perdu toute substance, pour la simple raison que les hommes d'affaires, les industriels, les grands bourgeois des villes, ils se sont réunis et se sont rendus auprès de Bismarck pour discuter des conditions de l'annexion. C'est-à-dire que le virage a été fait très vite. Et ça, on ne le dit pas non plus dans ces ouvrages. On parle ensuite de la protestation de 1974, lorsque les élus au Reichstag, sous la direction des députés Teutsch de Saverne, ont lancé une grande proclamation de protestation au Reichstag, mais c'est de la vraie fumisterie. Parce que cette protestation, elle a vécu quelques minutes, puisque à la fin de la séance, Monseigneur Hess, l'évêque de Strasbourg, avait combiné un coup pour avoir la parole en dernier et que personne ne puisse lui parler après lui, et il a dit « Nous, c'est-à-dire l'Église catholique, ne refuse pas l'acceptation du traité de Francfort. » Autrement dit, la proclamation de Teutsch est passée dans tous les livres d'histoire. On a instruit les élèves de toute la France pour dire l'Alsace voulait devenir française, elle a protesté, et puis en réalité, c'était pas ça. Entre-temps, déjà, les notables alsaciens de tous bords prévoyaient une solution de rechange. Même s'il y a eu une protestation qui s'est poursuivie par la bourgeoisie mulhousienne protestante, la bourgeoise aussi, mais dans l'ensemble, les élus de 1874, je suis désolé, ils n'ont pas protesté contre l'annexion, ils ont protesté contre l'introduction par Bismarck du Kulturkampf, c'est-à-dire le Kulturkampf, en quoi ça consistait à introduire l'école obligatoire, 1871. Et ça n'a pas été admis dans l'Église catholique qui avait toujours décidé que le pouvoir sur l'éducation, ça appartenait aux parents, c'est-à-dire à elle. Et ensuite, la gémination des écoles, mettre les enfants des deux sexes dans une même classe, ils ont prévu dans des textes formidables, mais c'est l'époque, je ne juge pas. On pourrait rire, mais ils ont prénoncé toutes les calamités, n'est-ce pas, qui allaient se produire dans les classes et au-delà. C'est ça, mais c'est l'époque. C'est justement notre problème, c'est de vous faire comprendre qu'on ne peut pas juger les époques anciennes par nos réflexes à nous. Alors, donc la protestation, ça a été en fait une protestation pour la préservation des privilèges de l'Église catholique, parce qu'il était déjà inclus. Bismarck avait introduit, et le Pays de Bade voisin avait déjà introduit l'école interconfessionnelle. Alors ça a été le cataclysme des grèves scolaires. Déjà, ça n'a pas commencé avec Herriot, hein. Ça a commencé en 1871. C'est d'ailleurs l'objet donc de ma deuxième, je ne sais plus, où j'ai développé tout ça. Alors, il faut tout mettre en perspective, parce que les choses ne sont pas toujours comme on les a vues. Bon, c'est vrai de l'autre côté, les Allemands ont toujours dit aussi que l'Alsace a toujours voulu être allemand. Ça, c'est pas de guerre, hein. Mais là, c'est aussi une histoire qui est passée, qui est finie. Les historiens allemands n'écrivent plus ça non plus, comme nous, on n'écrit plus que les Alsaciens voulaient tous être français. Simplement, ce que je dis, ça a été une période où il y a eu une espèce de consensus, mais la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a une reprise de une espèce d'idéologie anti-française et qui pose problème pour les historiens. Ils traitent la question sereinement, en observant ce mouvement de façon historique, et pas idéologique ou en prenant parti. Mais quand même, il faut savoir que les Alsaciens,
ce qu'on appelle la petite bourgeoisie alsacienne dans son ensemble, celle qui véhicule des idées reçues, celle qui n'a jamais rien vu, mais qui sait d'avance, parce qu'elle a entendu dire qu'en 71 ceci, ou en 1918 cela, mais c'est complètement contradictoire souvent, et ils s'attachent à cela, et vous avez beau être professeur d'université, leur expliquer que c'est pas ça du tout, ils persévèrent dans leur certitude, vous n'existez pas. C'est un peu la grande frustration des universitaires, c'est comme des gens inutiles, quoi. Voilà. J'arrête. Juste encore, un homme politique français qu'on oublie souvent, qui s'est opposé à l'annexion de l'Alsace en 1871, Gambetta. Et je pense qu'il n'était pas français. Enfin, il était français, mais il était d'origine italienne. Gambetta, c'était l'ennemi public, hein. C'était l'ennemi public ici en 1872. C'était du barin, mais on ne voulait pas de la France gambettiste. Oui, c'est pour la question sur le rôle de l'historien. Est-ce que vous êtes anti-mythe ou rectificateur de mythe, ou est-ce que vous allez réécrire le roman régional ou le roman national pour essayer d'éliminer les mensonges? Mais de toute façon, la mémoire, parce que l'histoire c'est de la mémoire arrangée, mais quel est votre rôle par rapport à la mémoire, même s'il plaît à un public de savoir que telle chose a eu lieu comme ça, même si vous rectifiez les choses, ça ne sert à rien. Mais puis après, est-ce que votre rôle peut essayer de limiter les mensonges dans le présent? Par exemple, quand on dit que la ministre Vallaud-Belkacem voulait modifier les programmes, alors que ce n'est pas son rôle, il y a une commission nationale pour ça, mais ils peuvent dire des mensonges sans honte. Bien, je ne pense pas que nous ayons, ni Alfred Wahl, ni moi, l'intention d'écrire une nouvelle histoire de l'Alsace. Je ne sais pas si ce mode est encore actuel. Je pense qu'il faut éviter de tomber dans le roman national ou dans le roman régional. En revanche, je pense qu'il est important de faire des études ponctuelles, dépassant le cadre de la région, qu'il est aussi important, et c'est, je crois, pour moi peut-être l'essentiel, de faire en sorte que les archives de la mémoire puissent continuer à subsister. La mémoire, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. La mémoire des hommes, eh bien, on peut dire que quand un homme meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. Vous connaissez l'expression. C'est vrai. La mémoire, on peut la transmettre, mais c'est la mémoire indirecte. Or, il y a aussi toute une mémoire qu'il faut effectivement préserver, c'est celle qui est relativement modeste, celle qui se trouve autour de nous. Pas seulement celle des musées, pas seulement celle des grands monuments, mais c'est celle de notre environnement proprement dit. Or, nous avons tendance, à l'heure actuelle, à compter sur des connaissances virtuelles, des connaissances sur écran, et on peut, à la limite, visiter un musée qui n'existe pas uniquement avec des espèces de simulateurs. On peut nous fabriquer de l'histoire de synthèse. Eh bien ça, je m'en méfie. Moi, ce que j'aime bien, c'est essayer d'éveiller la curiosité, de faire une archéologie du présent qui nous permet de retrouver des traces d'un passé, parfois très très ancien, et d'avoir une démarche archéologique. Un historien, c'est, je crois à l'heure actuelle, un archéologue, c'est quelqu'un, bien entendu, qui utilise le savoir des autres, mais qui essaye aussi de le compléter par des enquêtes qu'il fait sur le terrain, autour de lui, dans les archives, avec beaucoup de modestie, parce qu'on n'est jamais le premier, on n'est jamais le dernier. On est tributaire des gens qui travaillent avec nous. On peut rectifier les choses, mais ce qu'il faut faire, c'est chercher la vérité. Et cette vérité, elle est souvent plurielle, elle est souvent très très complexe, et elle est autour de nous. Il faut être capable de la voir, c'est-à-dire de bien poser des questions. Bravo. Alors, est-ce qu'il y a une toute dernière